Hello Fabienne, Bonjour Anda. merci d'être là. Avec plaisir. C'est notre toute première interview, ma toute première interview, mon tout premier podcast, ma toute première émission. Et je suis ravie que ce soit avec toi parce que je sais qu'on a mille choses à se dire et je suis ravie de faire découvrir ton parcours à tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être ta première invitée. Donc on va commencer. En fait, je t'ai fait deux petites bios. Tu vas me dire si c'est fidèle à ce que tu as l'impression d'être. J'en ai fait une très personnelle sur ce que je ressens vis-à-vis de toi. Et j'en ai fait une beaucoup plus impersonnelle puisque j'ai demandé à ChatGPT de me dire qui tu étais. Première épreuve, ok. C'est pas une épreuve, hein, c'est juste est-ce que ça me ressemble ou pas du tout. Très bien. Alors, pour ma partie, je t'ai rencontré il y a 2 ans dans un groupe d'amis passionnés de gastronomie, mais c'est que depuis quelques mois qu'on a commencé à se voir régulièrement. Ce qui me frappe tout de suite chez toi, c'est ta liberté incroyable. Tu es une femme qui s'autorise à être pleinement elle-même, sans te laisser freiner par les dictats, les normes ou les peurs. Et c'est justement cette liberté qui m'a donné envie de t'interviewer. On a souvent l'impression que certaines personnes ne connaissent pas la peur, mais en réalité, je pense que tu n'es tout simplement pas effrayée par les mêmes choses que nous, ou plutôt que moi. Tu abordes les défis avec une perspective différente, et c'est ça que j'aimerais explorer un peu avec toi. Allons-y. Et voilà ce que me dit ChatGPT. Fabienne Fong-Yan est une stratège en contenu digital et auteure spécialisée dans le voyage, basée entre Paris et l'île de la Réunion. Elle possède plus de 10 ans d'expérience dans la gestion des médias sociaux, la stratégie éditoriale et la gestion de projets numériques, travaillant avec de grandes marques dans divers secteurs. En parallèle, elle collabore avec le Lonely Planet en tant qu'écrivaine de voyage indépendante, partageant ses expériences culturelles et culinaires à travers le monde. Sur son blog personnel, elle documente ses voyages, notamment à La Réunion, au Japon et en Europe, en mettant souvent en avant les aspects locaux méconnus et les traditions culinaires. Fabienne a également travaillé pour des agences créatives en tant que freelance, notamment dans des rôles de gestion de projets digitaux et de stratégie social media. Est-ce que tu te reconnais dans ces deux descriptions ? Je me reconnais dans ces deux descriptions, ces deux aspects de moi, je pense. Après, toi, ce que tu décris sur les peurs ou pas les mêmes peurs ou l'absence de peur, La c'est liberté. très, oui, et la liberté, c'est très subjectif, On est d'accord. mais les deux bios sont fidèles. Celle de ChatGPT, elle est fidèle à mon parcours. Je pense qu'on peut le trouver partout. C'est assez représentatif. Donc je dirais que ouais, les deux sont pertinents. Ok, maintenant j'aimerais avoir un peu ta version et aborder ton parcours. Je suis née à La Réunion, je pense que tout le monde sait où c'est La Réunion. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est à 10 000 km de la France hexagonale, c'est entre Maurice et Madagascar, dans l'océan Indien. J'ai grandi là-bas, je viens d'une famille d'origine chinoise, je suis partie à 17 ans de Lille pour poursuivre mes études ici parce qu'on a toujours un peu cette croyance en fait dans Lille qui est justifiée à certains niveaux ou pas, on aura un meilleur avenir si on vient faire nos études à Paris ou en Hexagone de façon générale. Donc c'est plutôt la norme finalement de quitter l'île pour aller... C'est difficile à dire si c'est la norme, mais cette croyance c'est la norme. Okay. Mais bon, tout le monde n'a pas les moyens... Ouais. Que ça soit... je parle pas que de moyens financiers et matériels, de quitter l'île, c'est loin, ça coûte cher, on est loin de notre famille, ça demande quand même pas mal de sacrifices. Moi je peux pas dire que j'en ai souffert de façon consciente, mais rétrospectivement, c'est évident que ça demande beaucoup de sacrifices, quoi. On n'est pas sur un trajet de 1 heure, on peut rentrer voir sa famille tous les week-ends, quoi. Donc, et puis t'as 17 ans, t'es même pas majeur, quoi. Est-ce que ça t'a brisé le cœur, toi, de partir ? Alors pas du tout. Moi j'étais très
pressée de partir. Mais en fait, mes parents m'avaient toujours... Enfin, mes parents adorent voyager. Ils ont eux-mêmes vécu ici pour leurs études. En fait, c'était même pas une option. C'était même pas vendu comme une option de rester pour moi, en fait. Donc, finalement, le parcours, il était un peu tracé. Évidemment que ça a eu un impact sur moi, mais bon, à l'époque, enfin, je vivais un peu... c'est un peu go with the flow, quoi, déjà. Ouais. Donc, Oui, et tu découvrais cette liberté finalement. ouais, exactement. Exactement. Donc moi, j'avais envie, ouais, j'avais hâte de venir. En plus, tous mes amis aussi partaient après le bac, donc c'était un peu une aventure excitante, quoi, de quitter l'île, finalement. Et donc quand tu es arrivé dans le pays, est-ce que tu connaissais des gens sur place? Alors, je connaissais déjà des gens, j'avais pas mal d'amis que j'avais rencontrés sur Internet, merci Internet. Donc à Ah, c'est l'époque, c'était clair. un peu le début de... Enfin, ça faisait quand même quelques années que Internet était arrivé dans les foyers, quoi. Mais C'était en quelle année? moi, quand je suis arrivée à Paris pour m'installer, c'était en 2006. Ok. Oui, c'est ça, en 2006. Donc oui, ça faisait peut-être 6 ans que c'était démocratisé, enfin, plus ou moins Ouais, ouais. Internet. Mais donc c'était quoi? C'était sur MSN que tu les avais rencontrés ou Alors, c'était même avant ça, Ah ouais. c'était sur... Enfin, quand tout ça n'était pas du tout structuré, il y avait encore des chatrooms sur IRC, enfin, bon, je parle d'une époque que je pense Que les beaucoup de moins monde de ne 30 connaît ans plus, même. mais c'est l'ancêtre de... Enfin, les ancêtres des chatrooms, enfin, à l'époque où il y avait encore Caramel, quoi. Ouais. Donc, ça remonte quand même, hein. Donc bon, donc non, je débarquais pas du tout, j'étais pas du tout seule. Enfin, bon, on va dire que j'étais pas seule d'un point de vue euh, amical Hmm. quand je suis arrivée ici, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as poursuivi comme étude? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Je savais plus ou moins ce que je voulais faire. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire comme métier, mais en fait, moi, j'ai toujours aimé la littérature, donc j'ai fait des études de lettres. Mes parents voulaient que je fasse Sciences Po, mais parce que Sciences Po avait un excellent marketing à l'époque, n'est-ce pas? Donc, mais bon, enfin, c'était vraiment pas pour moi, je pense. Enfin, quand bien même j'ai passé plusieurs fois le concours, c'était très intéressant, mais enfin, c'était pas ça que je voulais faire. En fait, moi, j'aimais bien m'amuser dans ce que j'étudiais. Donc, du coup, au début, je voulais faire de la traduction, mais bon, bref, j'ai fait une prépa lettres à Paris et ensuite j'ai fait un master de littérature britannique à Paris et en Écosse. Ah, Et comment t'en c'était es trop arrivé bien. à... C'est que tu adorais déjà la littérature Ouais, britannique j'adorais l'anglais, Ok. j'adorais la langue anglaise, j'étais très intéressée par les cultures celtes, enfin, rien à voir avec ma culture d'origine, mais peut-être que c'est à cause de ça d'ailleurs, je ne sais pas. Et du coup, ben, ouais, en fait, j'avais juste envie de faire des choses qui me plaisaient et j'allais un peu là où mon cœur me guidait. Enfin, évidemment en restant un peu raisonnable et je savais que c'était des matières dans lesquelles je réussissais plutôt bien, ça m'intéressait. Donc je me suis dit, oh allez, bah, j'aime bien la mode, je vais écrire mon mémoire de première année sur la mode dans la littérature. Puis après, j'adorais, enfin je suis toujours d'ailleurs super fan de Sherlock Holmes et du coup, je me suis dit, ah bah, il me reste une année d'études, je vais faire mon mémoire sur Sherlock Holmes et l'habillement dans Génial. Sherlock Holmes. Ça allie un peu toutes mes passions, super, on s'amuse bien. Enfin voilà, c'était vraiment cool. C'est génial, mais finalement, tu as toujours écouté ton cœur dès cet âge-là. T'as pas eu de pression du côté justement de la famille et tout, où je sais que moi, en fait, j'écoutais pas, je pense, mon cœur, encore qu'il paraît que je l'ai fait, mais il y avait cette peur de pas justement faire les choses qu'on te demande de faire, quoi. En fait, rétrospectivement, si, bien sûr, il y avait des attentes, des pressions réelles ou ressenties, évidemment. Je pense qu'au début, c'était pas du tout accepté dans ma famille que je fasse des études de littérature. C'était assez difficile je pense, de se projeter pour mes proches dans quel type de boulot je pourrais faire. La réussite, c'est vraiment très très important dans les familles asiatiques au sens large. Et t'étais
t'es fille unique, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Oui, donc toute la pression reposait sur tes épaules. Voilà, c'était vraiment important de réussir, mais en fait, moi, j'ai jamais trop pu m'investir. Enfin, je sais pas, j'avais à la fois une pression dans le sens où je savais que ça plaisait pas forcément à ma famille, que je fasse des études de littérature, parce que effectivement, il n'y a pas non plus. Enfin, je suis pas en train de faire une école de commerce où je suis sûre d'avoir un job à la sortie et tout. Mais je pense que la distance a joué en ma faveur. Et au fond, bon, j'ai pas toujours été aussi extravertie que je le suis aujourd'hui, mais effectivement, j'ai quand même toujours suivi mon intuition et mes envies. Et du coup, j'ai quand même fait ce master en littérature. Ma mère était très fâchée que je fasse ça. Mais à distance, c'était juste au téléphone. Quoi. Bah oui, voilà. Mais bon, en fait, effectivement, 15 ans plus tard, je peux dire, bah oui, mais en réalité, ils pouvaient pas faire grand-chose, quoi, Ouais, les pauvres. Donc, ils ont pas pris un billet d'avion. Bah non, ils m'ont pas dit tu rentres, enfin ils m'ont pas obligé à rentrer, enfin donc tout ça, enfin c'est très, faut être très, enfin je suis très nuancée par rapport à cette pression. Évidemment, je peux l'être 15 ans plus tard, parce que je pense que ça serait pas forcément passé comme ça dans toutes les familles, et j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui sont hyper à l'écoute, qui sont quand même assez progressistes, et qui malgré tout m'ont un peu laissé faire ce que je voulais faire finalement. Génial. Donc, du coup, j'ai quand même fait effectivement ce que j'avais envie de faire. Je suis partie où j'avais envie. Donc justement, parce que c'est vrai que je pense qu'on va souvent s'éparpiller, mais c'est un peu ma marque de fabrique aussi, c'est de digresser, c'est de rebondir sur les sujets. Mais donc là, pour suivre ton parcours, donc là, tu viens de faire ton mémoire sur Sherlock Holmes. Ouais. Génial. Je viens de le faire, ça remonte. C'était quoi le sujet, le thème principal? C'était le rôle de l'habillement dans les enquêtes de Sherlock Holmes. Ah, génial. C'était pas mal. Top. Enfin, c'était très amusant. Est-ce que tu valides les films qui ont été faits depuis? Ouais, bah, je suis une grande fan de la série de la BBC avec Cumberbatch, évidemment. Je l'ai regardé et le 3 ou 4 film fois. Avec Robert Downey Jr. Et ouais, j'aime bien aussi. Bah, c'est un bon film d'action. Coucou Kitsu. Voici Kitsu, le chien de Fabienne. Tu veux être interviewée toi aussi? Ah oui. Un amour. On aime beaucoup les animaux ici aussi. Toi aussi, c'est quoi ton parcours? Du coup, ok, donc tu fais ce mémoire-ci, qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que tu vas en Angleterre Je suis allée en Écosse pour terminer mon mémoire. C'était super, j'étais à Glasgow. Et après ça, quand même, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de débouchés à part devenir prof. Et j'avais quand même pas l'extrême vocation de devenir prof. Alors, c'est vrai et c'est faux, parce que j'adore enseigner et j'ai enseigné un peu par la suite, mais je pense que le combo ne faire que de la recherche et de l'enseignement, enfin, à ce moment-là dans ma vie, ça me correspondait pas. Et c'était le tout début des médias sociaux, mais alors, enfin vraiment, je pense qu'à l'époque, on savait même pas ce que c'était un community manager. Et par hasard, j'avais aussi gardé beaucoup de liens en fait avec ma prépa. Donc j'étais à Chaptal au Batignolles, que tu connais bien. À Paris, dans le 17e. Exactement. Et il y avait un forum des anciens élèves, et il y avait une dame dans une école de com, j'avoue, je me souviens même plus laquelle, qui était venue parler un peu des nouveaux métiers d'Internet et tout. Et moi, Internet, ça m'a toujours parlé. Enfin, comme je disais, j'avais déjà des amis avant de quitter le lycée que j'avais rencontrés par Internet. Ça a vraiment joué un énorme rôle dans ma vie, en fait, dans ma vie personnelle. Et donc elle parle un peu de ce métier de community manager. Alors je comprends pas bien ce qu'elle raconte, je vais pas mentir, mais je sais pas, ça me parle. Donc, parce qu'il y avait quels réseaux sociaux à ce moment-là? On est quoi, en 2011, 12? Facebook. Ouais, il y avait Facebook ça. Et Twitter qui commençait. Mais il y avait déjà le rôle de social media manager qui existait, de community manager. Qui commençait, mais vraiment c'était le tout début, et là on parle de 2011. Donc... Donc 2011,
du coup, ça me pousse à faire une année de reconversion, entre guillemets, enfin une année de master professionnel en communication, un truc hyper large. C'est ouf, une rencontre avec elle et... Ouais, et puis c'est même pas une rencontre, je l'avais entendu parler dans un forum, quoi, Ah en ouais. gros. Mais en réalité, les métiers de la com, ça m'avait toujours attiré, même sans savoir que c'était des métiers de la com, parce que c'est vraiment des métiers qui allient pas mal de créativité. Enfin, je pense que j'ai toujours aimé ce côté créatif qui allie écriture et qui est aussi très lié au visuel. Mhm. Bon, ça me parlait vaguement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, voilà, elle présentait ça et je me suis dit, ah bah ouais, ça a l'air bien ça, je vais faire de la com. Ouais, ça remplissait beaucoup de cases finalement qui t'attiraient déjà, quoi. Exactement. Donc j'ai fait ça. Enfin, ça m'a pris 6 mois en fait de formation et après 6 mois de stage. Et j'ai été embauchée du coup en stage dans une agence, une grande agence parisienne, mais spécialisée dans la com éditoriale et dans le département réseaux sociaux. Mais faut s'imaginer que à l'époque il y avait 4 personnes dans cette branche et que les pages entreprises sur Facebook n'existaient même pas encore, quoi. Donc faut s'imaginer ce que c'était à l'époque d'animer des communautés. Enfin, c'était tout le temps du test and learn. Enfin, il y avait rien d'institutionnalisé comme maintenant. Ouais, on parle d'un moment où on se demandait encore, mais qu'est-ce que Twitter, quoi. Ouais, ouais. Comment on faisait des formations sur quel bouton il faut-il appuyer pour faire un tweet, hein. C'est dingue. Donc voilà, c'est quand même une autre époque. C'était il y a que 12 ans finalement. Euh, donc voilà, donc je travaille dans cette agence. Ça te plaît? Ça me plaît énormément. J'ai fait toujours le même métier, c'est le métier que je fais encore aujourd'hui. J'adore ce que je fais, je trouve ça hyper versatile, j'adore travailler avec des clients différents. Enfin, je savais tout de suite que je voulais travailler en agence. Après, j'ai eu la chance de rencontrer aussi, de nouer quand même des liens assez forts avec mes collègues de l'époque et je travaille encore avec eux aujourd'hui en freelance. Enfin, c'est vraiment. Ouais, mon métier, c'est quand même une grande histoire d'amour, hein, C'est génial. Ça fait plaisir de l'entendre. Ouais, c'est cool. Je pense que vraiment, je suis chanceuse d'être tombée là-dedans, hein, parce que en vrai, c'était mon premier stage, j'avais jamais travaillé avant. Ah, c'est Voilà, fou, ça hein. c'est bien. Il faut un peu de chance aussi quand même. C'est sûr, c'est du travail, mais Et c'est s'écouter aussi. Si t'avais pas entendu cette nana parler à ce forum et tout, qui sait où oui, tu serais maintenant, quoi. oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est clair, mais il y a des signes, quoi. Enfin, moi j'aime bien le penser un peu comme ça. Enfin, je sais pas si les signes me réconfortent ou pas, mais effectivement Qui prête attention, je quoi. prête attention à toutes les possibilités. Enfin, pour moi toutes les rencontres, tous les événements. Enfin, je suis très attentive en fait à ce qui se passe, surtout dans les rencontres, parce que tout peut être une opportunité, et pas que pour moi en fait. Ouais. Ça peut être aussi une opportunité pour des gens que je connais, parce que en fait, on a tous. Enfin voilà, on peut toujours trouver des points Ouais. communs Et on peut dans tous nos réseaux, apporter quoi. quelque chose. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Ouais, je Mm. suis complètement d'accord, hein. Et donc, comment ça se passe ensuite? Donc, tu fais ça depuis 12 ans, mais je crois que tu as pas mal bougé dans le monde aussi. Ouais, je suis restée 4 ans dans cette agence. C'était super, mais bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de vraie possibilité d'évolution vu la taille de la structure, etc. Donc en 2015, j'ai quitté ce job, mais rapidement, en fait, je me suis mise en freelance, pareil, par opportunité. C'était pas du tout un plan, vraiment. En fait, on m'a proposé des missions en freelance. À ce moment-là, c'est bien tombé, c'était un bon timing. En même temps, j'ai rencontré un blogueur voyage, mais à l'époque, c'est pareil. Enfin, faut se dire qu'il n'y avait pas Instagram. Si, il y Ouais. avait Instagram, mais C'est quelques c'était photos. pas du tout développé comme c'est aujourd'hui. Du coup, c'était la grande époque des blogs quand même, hein. Même le début de la grande époque des blogs et des blogs voyage notamment. Et du coup, je rencontre ce blogueur mexicain qui a une grosse communauté sur son blog déjà. Et en fait, il me donne plein de tips sur comment il fait, comment il crée son contenu et tout. Et je me dis, en fait, moi, je sais faire ça aussi. Donc, et je sais faire ça. Et en plus, j'ai même pas besoin d'avoir un bureau pour continuer à faire mon activité en freelance.
Donc je me dis, bah en fait, qu'est-ce qui m'empêche de... Mes parents étaient en voyage en Chine à ce moment-là, et je me dis, bah là, en fait, j'ai du temps, j'ai pas de job avec un bureau, je suis pas obligée d'être ici. Pourquoi est-ce que j'irais pas avec eux en les rejoignant en Chine? Ça fait longtemps que je les ai pas vus. De toute façon, je peux continuer à faire mes petits benchmarks et livrer les livrables que j'ai à produire, même si je suis à 15 000 km, quoi. Ouais. Bon, alors évidemment, ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'en Chine, il n'y a pas l'internet libre, donc c'était un peu compliqué, mais... Déjà à l'époque. Mais oui, déjà à l'époque. Mhm. Mais à l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile d'avoir un VPN, etc. Maintenant, c'est autre chose, quoi. Et donc, du coup, bah, je fais ça. Je pars en Chine avec mon ordi, je rejoins mes parents, et... Donc là, je te coupe, on est en train d'arriver sur les premières peurs qui peuvent faire peur à tout le monde en général. C'est-à-dire, tu as commencé à travailler, là, tu es sans emploi, enfin, là, tu étais freelance à ce moment-là. Ouais, j'étais déjà freelance. Là, c'est tu le début, pouvais quoi. faire ton boulot de freelance encore à l'étranger, c'est ça? Ouais, tout à Ok, fait. oui, donc effectivement, financièrement, il n'y avait pas de sujet, enfin, que tu sois là ou en Chine, ça changeait rien pour toi. Alors, il n'y avait pas de sujet. Il y a un sujet dans les premiers mois parce que, évidemment, j'ai pas de revenus. Enfin, au début, le temps que l'argent tombe, etc. Enfin, les clients, ils payent pas tout de suite, c'est normal. Ouais. Donc si, il y a quand même un sujet dans les 2-3 premiers mois où mon père me dit bon écoute, si tu veux, je peux t'aider un peu et tout. Et en fait, ça a pas du tout pris la forme de... parce que j'avais quand même un peu d'économie, j'avais quand même travaillé quelques années, donc ça allait. Mais en fait, ça a pris la forme de deux choses, enfin dont je me rappellerai toujours. C'est que mon père me dit bon ben ok, je vois à peu près ce que tu veux faire. Bah tu veux voyager, ok. Tu veux faire donc j'étais dans le sud de la Chine avec mes parents et je voulais voyager encore toute seule un mois pour aller jusqu'au nord de la Chine que je connaissais où j'avais jamais voyagé toute seule finalement. Donc il me paye tous mes billets de train Ah ouais. aller jusqu'à Pékin. Je lui donne toutes les petites étapes et tout machin. Et en fait, voilà. Donc, Ouais, il trop a bien. confiance en toi aussi, hein. Oui, oui, trop bien. Et il m'achète un appareil photo. Donc ça, c'est vraiment... Et voilà, et il me dit, je suis sûr que c'est un bon investissement. Let's go. Ok. Et voilà, et du coup là je fais mon voyage en Chine et c'est super parce qu'en fait ça me permet aussi beaucoup de construire ma propre relation avec la Chine aussi qui est le pays d'origine de mes ancêtres du coup avec lequel j'avais toujours eu une relation un peu d'amour-haine, enfin de pas trop savoir comment me positionner. Je parle pas mandarin, enfin très mal, il faut le dire les choses. Donc donc c'est difficile, t'es ni chinoise en Chine, enfin t'es pas considérée comme française en Ouais. France. Enfin, encore hier, il y a quelqu'un qui m'a dit ah mais tu parles super bien français. J'étais là mais Ah ouais, c'est-à-dire d'accord. en fait, je parle français comme toi parce qu'en fait on est né dans le même pays quoi. Donc C'est voilà, dingue. mais bon c'est pas grave. Enfin Oui, oui, oui. mais Mais c'est dingue les projections que se font les gens. voilà, mais du coup enfin. C'est très cool comme voyage. Je fais plein de choses. J'arrive mieux à me positionner, je pense, en tant qu'étrangère, d'origine chinoise et tout. Et donc là, tu lances ton blog aussi, c'est ça? Ouais, et là, en fait, j'avais déjà lancé mon blog. J'étais déjà partie au Japon pendant les vacances juste avant. Enfin, c'était trop Ok. bien. Donc là, je commence quand même déjà à écrire. Et finalement, après, je rentre en Europe. Non, c'est faux. Je mens. Je mens. Je pars en Amérique du Sud. Ah ouais, petit détour. Voilà, je pars en Amérique du Sud, je continue à écrire. Enfin, très Et cool. là, ça marche bien. Là, financièrement, comment est-ce que tu fais? Je suis désolée de revenir toujours sur ce point, mais je sais que c'est l'une des principales peurs qui empêche de continuer tout ça. Alors, j'ai eu la chance d'avoir eu pendant la première année un client qui de suite me signe pour une prestation tous les mois. Ah bah, Donc génial. ça c'est quand même bon, c'était un client que j'avais dans mon réseau, mais bon, il se trouve que ça se passe comme ça et forcément le fait d'avoir un revenu récurrent Ouais, c'est qui est une sécurité. plutôt assuré, ça t'enlève quand même une épine du pied qui est conséquente quoi. Ouais, c'est Donc génial. Et
peu importe le décalage horaire, Mm. ça empiétait pas justement sur ton travail pour lui Non, non, pas vraiment. Enfin, quand il fallait caler d'école, on calait d'école. Ok. Honnêtement, ça se faisait tellement de façon normale et fluide à l'époque que je saurais même pas dire aujourd'hui avec mon regard de peut-être professionnel un peu mieux organisé et tout, et aussi à un moment où tout le monde fait beaucoup plus de télétravail. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais pas de... J'avais des missions, enfin tout le monde s'en fichait que je sois ici ou à l'autre bout du monde, du moment que je livrais quoi. Ouais, ouais. Personne se posait la question en fait. Ça n'inquiétait personne d'ailleurs. Mm. Donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et après, l'autre versant pour l'aspect financier, c'est que j'étais dans des pays où ça coûte beaucoup moins cher que de vivre en Europe. Bien sûr. Donc finalement, proportionnellement, j'avais effectivement un revenu qui était l'équivalent d'un salaire, alors pas forcément très élevé, mais disons du salaire que je gagnais avant, enfin un salaire de junior, quoi, Ouais. intermédiaire. Ouais, mais en Pas de Amérique, loyer à ouais. payer, enfin, pas de loyer en France à payer, je veux dire. Oui, effectivement, en Amérique du Sud, bah, c'est quand même, ça dépend où, mais bon, j'étais voilà, dans la cambrousse, hein, donc. Ah, c'est génial. Et alors pourquoi l'Amérique du Sud et où est-ce que tu as été? Pourquoi l'Amérique du Sud? Parce que je connaissais pas. Et puis j'avais rencontré cette fille qui faisait des sacs qui étaient péruviennes, enfin d'origine péruvienne, et qui à l'époque avait lancé une marque de sacs hyper beaux en cuir, fabriqués au Pérou, et qui Ah, faisait travailler une communauté et tout qui dans existe le nord de toujours Lima. cette marque? Je suis pas sûre qu'elle existe encore. Ah, ça m'intéressera. Ok, très bien. Et c'était vraiment, rétrospectivement, c'était vraiment les prémices de genre l'ambassadora, mais ça existait déjà en fait. Hein, et elle me dit, bah tu pars au Pérou, je t'offre un sac. C'était quand même des sacs qui valaient cher hein, à l'époque, je sais pas, une centaine d'euros quoi. Ouais. Donc quand même. Et je t'offre un sac et tu crées du contenu. Enfin, c'était pas du tout ces mots-là, mais devant le Machu Picchu, enfin pendant ton voyage quoi. Et en fait, je suis allée rencontrer la communauté qui fabriquait le sac. Et en fait, on avait tout co-construit comme ça. Enfin, c'était super intéressant. Et je demandais aux autres voyageurs de me prendre en photo avec le sac devant le Machu Picchu. Ah, c'est Enfin, génial. c'était vraiment très sympa. C'était vraiment cool. Et donc là, elle t'a financé pour ça ou elle t'a juste Non, offert le sac j'avais juste un sac, quoi. Ok. Enfin, Ah, mais trop bien. Tu l'as toujours le sac? ouais, 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 je veux toujours l'avoir, bien sûr. Il a beaucoup été porté, du coup. Hein. Et du coup, toi, tu en parlais sur ton blog, c'est ça? Ouais, j'en parlais sur mon blog à l'époque. Mais en réalité, bon, je fais un fast-forward, mais l'année où mon blog a commencé à vraiment décoller, ça, ça a pris du temps. Hein. Je pense que c'est en 2017-2018, et parce que je faisais vraiment beaucoup de voyages en Asie à ce moment-là, donc j'avais vécu à Londres et à Berlin entre-temps. Et puis bon, en fait, j'étais très attirée par l'Asie, donc je suis retournée en Asie du Sud-Est. J'ai fait un grand voyage au Japon, en Corée, avant de finalement m'installer au Vietnam. Et c'est à partir du moment où je suis arrivée au Vietnam que je pense que les gens faisaient. C'était l'époque où les gens faisaient vraiment beaucoup plus de recherches sur des blogs de voyage et tout. Et comme mon contenu était ancien, qu'il avait été régulier Hmm. sur T'avais des cette commentaires plateforme, peut-être déjà aussi j'avais des commentaires et là j'ai commencé à avoir pas mal de monde qui me contactait. Je suis restée 2 ans au Vietnam, donc aussi ma présence au Vietnam était installé, on va dire. Hmm. Donc, du coup, là j'étais à 10 000 lecteurs par mois, quoi, Ah ouais. sur le blog, ce qui était très bien, pré-Covid. Mais je monétisais rien hein, sur mon blog. J'avais pas du tout, j'avais pas ce besoin, j'avais pas cette ambition à ce moment-là. Ça me paraissait on parlait de peur, ça me paraissait insurmontable de devenir une blogueuse voyage connue. Enfin, il y avait Ah, tous c'est ces marrant. gens très installés qui étaient hyper forts en SEO, j'avais l'impression qu'ils arrivaient beaucoup plus à écrire régulièrement. Mais en fait, moi, je faisais plein d'autres choses en même temps. Enfin, j'ai lancé un business au Vietnam avec une Vietnamienne. J'avais mon job de freelance que je continue en freelance. Donc, c'est sûr que, bien sûr, quelques années plus tard, je peux me dire, bah ouais, évidemment que j'arrivais pas à écrire toutes les semaines, quoi. Mais euh, à l'époque, c'était trop dur. Enfin, j'essayais de copier les autres. Enfin, je me disais, mais comment ils font les autres et j'essayais enfin, c'est même pas que j'essayais de copier les autres, c'est que
je me disais, ah, faut que je fasse comme eux. Mais en fait, ça m'intéressait pas, quoi. Enfin, Ouais. je pense que j'avais besoin de trouver ma voie, mais j'osais pas. Je me sentais vraiment pas assez bien par rapport à tous ces gens qui étaient déjà à leur, c'est toujours ce qu'on dit, qui étaient déjà à leur chapitre 33, Ouais, quoi. ouais. Et moi, j'étais au chapitre 2, enfin. Ouais, c'est dingue. Donc, Mais pourtant, t'avais déjà bien avancé. T'étais une blogueuse voyage. Enfin. ouais, mais entre ce que les gens perçoivent et ce que toi Ouais. ce que t'aimerais accomplir, comment tu vois qu'est-ce qui est synonyme de réussite, enfin, dans un certain milieu, bah évidemment, il y a un gouffre énorme, Ouais, quoi. ouais, c'est marrant. Donc ouais, voilà. Enfin, c'était une époque qui était quand même assez difficile d'un point de vue création de contenu, en fait, parce que bah, justement pour ce que je viens de dire, c'était pas facile de. J'avais l'impression que j'y arrivais pas, en fait, que j'arrivais pas à écrire, enfin, C'était pas facile d'émerger ou pas facile de prendre le temps pour écrire les deux. En Ok. fait, la croyance que il faut tout faire, enfin, il faut que toutes les cases soient cochées pour réussir, et aussi autre croyance, et que j'entends encore beaucoup maintenant chez des créateurs de contenu aujourd'hui, c'est oui, mais il y a déjà tellement de monde qui le fait et qui le font mieux. C'est clair. Et bien sûr, moi j'avais toutes ces croyances, quoi, évidemment, enfin, et en tout cas, elles étaient très présentes à cette époque. Donc Ouais. on parle de 2017-2018, quoi. Ok. Je vais me moucher 2 secondes. Je suis Je malade t'en pour ma première interview. ça se- Bref, mais je réponds pas trop à tes questions, je raconte ma vie, en fait. Donc, Mais finalement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est via ton parcours de vie qu'on comprend ton parcours, quoi. sans doute. Donc, attends, on en était où L'Amérique du Sud, le Pérou, puis t'as fait le fast forward, où effectivement on a vu qu'il s'est passé plein de choses. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux me le redire un peu moins rapidement? Je sais que ça commence à être très long, mais j'aime bien prendre du temps, c'est pour ça qu'on est sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais après l'Amérique du Sud? Je vais m'installer 1 an à Berlin parce que des potes m'ont dit il y a une place dans notre coloc, qu'est-ce que tu fais? Viens. Ah ouais, génial. Donc, je Là, t'as m'installe à toujours ton Berlin. client? Ouais, j'en ai plusieurs même, je pense, Ok. à ce moment-là. Ils sont toujours en France. Voilà, j'avais toujours rêvé de vivre à Berlin, c'était très cool. J'avais mes potes d'Erasmus qui vivaient là-bas, j'étais très contente de vivre avec eux. Il se trouve que la même année, des potes de Paris déménageaient aussi à Berlin. Enfin, trop Génial. cool, on fait la fête tout le temps. Génial. Et pourquoi que 1 an alors? Parce qu'il faisait froid, en fait. Oui, et pour une fille de la Réunion, Il faisait froid et non, et puis j'avais envie de retourner en Asie. Donc du coup, je me suis refait un voyage dans des pays que je connaissais pas, donc en Corée, à Taïwan. Ouais, voilà, j'avais envie de ça, donc je suis partie plusieurs mois. Je retournais au qu'est-ce qu'il y a, Japon. Kitsu? On Pardon. s'occupe pas assez d'elle. On s'occupe pas assez de toi. Oh, oh oui, oh, on s'occupe pas assez de toi. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Oh bah oui, maman, on s'en fiche de ta vie, on s'en fiche. Tu seras la prochaine interview, promis. Oh, oui. Aïe, 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 aïe. Allez, stop. On arrête. Et après ça, je reviens. J'ai un job à Londres. On me propose un job à Londres pendant 6 mois. Je dis oui parce que ça va être l'été à Londres et j'adore Londres. Donc trop cool. J'y passe 6 mois et après. Et c'est là que je retourne en Asie du Sud-Est. Ok. Donc fin 2017. C'est ça. Et là, tu vas en mode backpack pour bouger un peu partout J'y vais en mode backpack à la base pour retrouver un mec que j'avais rencontré à Taïwan. Bref, le mec n'est jamais venu, je passe les détails. J'ai raconté ça. On fera un autre podcast. J'ai raconté ça dans un article vaguement. Génial, on peut le trouver où On peut le trouver sur Medium et sur mon blog aussi, qui Trop bien. est Comment survivre aux ruptures amoureuses en voyage. Oh. Donc voilà. Et le mec n'est pas venu. Bon, et là j'étais au Vietnam, à Hanoï, et je me disais, bon, bah je vais faire comme tous les backpackers, je vais descendre du nord au sud, de Hanoï à Ho Chi Minh Ville en moto. Ah ouais, en moto. Hyper facile de louer une moto à l'époque, enfin bon, bref, tout Moi, est c'est possible. plus de la conduire qui est difficile pour moi.
C'était pas dur. Ok. J'avais même pas le permis à l'époque. Mais finalement, le destin a voulu que je rencontre. J'étais dans une auberge de jeunesse où je rencontre 5 filles qui venues de plein de pays différents et tout. Et elles me disent, on est dans le même dortoir. Et elles me disent, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Nous, on va rester ici. Là, on a trouvé des petits jobs. On va louer une maison. Tu veux pas rester? Et bon, je leur dis, mais ouais, non, en fait, moi j'ai envie de voyager, je sais pas ce que j'ai prévu, quoi. Donc elles me disent, bon, écoute, ok, la maison qu'on va visiter, elle est juste au coin de la rue, là, Ah là là. viens avec nous, et puis ensuite on va prendre un café pour se dire au revoir. Ok. Donc je vais avec elle et là on arrive dans la maison, c'est une maison mais qui est incroyable, enfin avec 6 étages, mais folle quoi, un petit manoir le truc, en plein centre-ville de Hanoï, Ah ouais. vraiment hyper chouette. Et le loyer il est que de 1 000 $ quoi, enfin on est 6, bon c'est rien du tout, 1000 Ah, dollars ça me donne envie de US. partir tout de suite. C'était fou et on parlait de signes tout à l'heure, donc je suis toujours un peu très attentive à ce qui m'est proposé. La maison qui était à la base publiée comme une maison qui avait 5 chambres, en fait on arrive et il s'avère qu'il y a 6 chambres. Et là, enfin moi il m'en faut pas plus. Hein, au bout de 5 minutes, je suis là en mode ah bah en fait j'ai pas d'autre endroit finalement où être ailleurs qu'ici, donc pourquoi pas. Ah là Donc, là. voilà, 5 minutes plus tard, j'avais finalement décidé de rester vivre à Hanoï, ça avait l'air cool. Et je suis restée Incroyable. 2 ans. Ah ouais. Et Voilà. toujours avec elles ou elles ont bougé ou Elles ont bougé, je suis restée très amie avec une d'entre elles, enfin vraiment, qui est ensuite venue plusieurs fois me voir à Paris. On a fait beaucoup de voyages ensemble. Une américaine, ma très bonne amie, et on n'est pas resté vivre dans cette maison pendant 2 ans. Enfin voilà, ça a bougé et tout, mais ouais, je suis Incroyable. restée Et donc là-bas. au Vietnam, tu continues sur ton blog et tu Ouais, continues à être freelance. j'ai du mal à continuer sur mon blog, hein. C'est Ok. vraiment des années de vache maigre, hein, d'un point de vue écriture. D'un point de vue écriture sur le blog, en tout cas. Euh, et, euh, et en même temps, je monte un business de food tour avec une fille qui avait ouvert le premier café sur la rue du Train à Hanoï. Donc c'est une rue, pour ceux qui connaissent pas, qui est hyper connue sur Instagram maintenant, mais qui ne l'était pas à l'époque. Euh, c'est une rue où le train passe à travers la ville, et qui frôle les maisons. Et en fait, les maisons qui étaient sur cette voie ferrée, qui sont le long de cette voie ferrée, à la base étaient, enfin, c'est pas du tout salubre. Enfin, c'est Mhm. vraiment personne n'a envie de vivre, personne n'a envie d'avoir une famille où quand tes enfants sortent devant, en fait, il y a un train qui passe, quoi. Hein. Faut Ah, bien c'est se clair. rendre compte de ce que c'est. Nous, on le voit d'un point de vue, enfin, touristique, occidental. Genre, c'est hyper pittoresque et tout, mais pendant longtemps, enfin, nous, dans le café. On n'avait pas d'eau la journée, par exemple. Il n'y avait pas d'eau courante la journée, donc il fallait qu'on fasse des réserves et tout, d'eau potable et tout ça pour préparer les boissons pour les touristes qui venaient sur la voie ferrée. Incroyable. Enfin voilà, c'était pas du tout aménagé. Alors moi, je suis pas retournée au Vietnam récemment, mais je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus institutionnalisé. Le gouvernement a aussi un peu établi une réglementation parce que ça devenait dangereux quand même à la fin qu'il y ait autant de Ouais, c'est clair. touristes. Donc bon, c'était vraiment une époque un peu pionnière. Et voilà, l'endroit devenait assez touristique. Et en fait, ça a bien matché avec cette fille, Tao, qui avait ouvert ce premier café. Et donc, bah, moi, j'étais guide pour des touristes français et francophones et anglophones qui voulaient bah, découvrir un peu une facette plus locale de Hanoï. Et on les emmenait vraiment dans un endroit pas du tout touristique, discuter avec les gens, enfin discuter, je parle pas vietnamien, mais voilà, enfin, Ouais. c'était très cool et je faisais ça un peu comme un à côté. Parce que je continuais à travailler enfin, avec des clients français. Alors là, j'avais pas beaucoup de clients à ce moment-là, mais suffisamment pour. Ouais, finalement, les loyers et tout, tout était beaucoup moins Oui, cher, donc exactement. la pression n'était pas. Et Exactement. c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2000. Je suis restée au Vietnam jusqu'à fin 2019. Donc, Ah, donc juste avant c'était le fin Covid. 2017, jusqu'à fin 2019. Ok. Mm. Génial. Et Pardon. pendant tout ce temps-là,
Moi, je sais que je me projette pas trop dans l'avenir à venir. Il faut, enfin voilà, avoir des économies, construire une famille, ces choses-là. Est-ce que toi, tu te posais ces questions-là à ce moment? Ou non, justement, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux au moment présent Moi, à ce moment-là, j'avais vraiment bon, je l'ai un peu toujours, hein, mais je me disais, bah, même le truc de freelance, c'était pas du tout un plan de vie à la base. Et c'était vraiment le truc de, bah, tant que ça marche, je continue, quoi. Ouais, ça te Et stressait pas? non. Et en fait, ça, c'est vraiment une chose que j'ai réalisé très très tôt, avant même de partir en voyage, etc. Donc il y a eu il y a eu, je sais pas, peut-être 2 ou 3 mois de battement entre le moment où je suis devenue freelance et je suis partie en Chine rejoindre mes parents. Et en fait, je me suis aperçue que le côté ne pas savoir combien je vais avoir de revenus le mois prochain, en fait, bon, je savais que j'allais avoir un revenu puisque j'avais déjà des clients Ouais. qui m'avaient proposé des choses, mais en fait, ça me stressait pas du tout. Ça m'angoissait pas du tout et là je me suis dit ok ben je le prends quand même un peu comme un signe, ça m'angoisse pas, je suis pas stressée, c'est ok, ça veut dire que je peux le faire. Ah, mais donc t'as mis le doigt dessus quand même très tôt, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'était pas un sujet. Alors tout le monde me disait oui, mais c'est parce que tu sais que tes parents ils pourront toujours t'aider si t'es en difficulté et tout. Enfin, bah, mes parents ils m'ont aidé pendant mes études, j'avais pas de travail, mais enfin ils m'ont jamais donné de l'argent depuis que j'ai commencé Ouais, à. les Et projections toujours. je dis pas ça, enfin, je dis pas ça pour me défendre, je veux dire, évidemment que mes parents m'ont fait des cadeaux, ensuite après, moi ça me paraît tout à fait normal, quoi, mais ils ont jamais eu besoin de subvenir à mes besoins Ouais. depuis que j'ai commencé à travailler, et bah, simplement, oui, il y a eu des mois où j'avais moins d'argent, et ben, voilà, ça s'est toujours bien passé au final, Ouais. Ouais, donc. je pense que t'as cette confiance en fait, cette confiance en toi et cette confiance en la vie, quoi. Bah, un jour, j'ai vu un. Je regardais un film, je sais plus lequel, c'était peut-être un manga, ils disent bah oui, mais l'argent ça va, ça vient. Et ça, c'est vrai en fait. Enfin, c'est quand même une. Je suis pas du tout économiste, hein, mais c'est vrai que bah, l'argent, c'est un moyen, quoi. Donc, il faut que ça circule d'une Ouais. certaine façon. Ça te sert à faire des choses, ça te sert à te faire plaisir quand on a suffisamment, ça te sert à investir dans des projets, à manger, à faire des cadeaux à des gens que t'aimes, mais tout ça, ça a de la valeur en fait. Ça a plus de valeur de créer un moment sympa. Évidemment, je parle d'une situation où tu es en bonne santé, où tu as à manger Bien dans ton sûr. frigo, voilà quoi, hein, on parle d'une situation où tous tes besoins primaires sont quand même, où tes enfants ont à manger si t'en as, enfin Ouais. voilà. Mais ça a de la valeur en fait de créer des bons moments, d'offrir des bons moments, de créer de la joie, et en fait l'argent il sert à ça. Bref, je m'éloigne un peu du sujet de Non, non, la non, pas du sécurité, tout. etc. Mais en fait, moi, je me posais pas trop les questions de il faut que je mette de l'argent de côté parce que je vais vouloir avoir une maison ou emménager quelque part et tout ça. C'était pas un sujet en fait pour moi. Ouais, et tu ressentais pas cette pression sociale parce que souvent c'est la société qui nous le met sous le nez, quoi. Je sais pas si je ressentais pas cette pression sociale. Je pense que une des raisons pour laquelle je suis partie aussi longtemps en voyage, c'est Ah. aussi parce que j'arrivais pas à rentrer dans ce moule, quoi. Hmm. Moi, j'ai jamais voulu d'enfant. Bon, la pression n'était pas très grande quand j'avais 20 ans, hein. Euh, je pense que j'avais aussi du mal à être en couple avec quelqu'un. Bon, j'étais très jeune de toute façon, mais bon, il y a des gens qui sont très jeunes et qui arrivent à trouver Bien quelqu'un. sûr. Enfin, ça fait un peu rêver et tout. Et en fait, je savais pas. Enfin, je pense que je trouvais pas trop ma place et ça a été compliqué de trouver une place, une communauté, etc. Et c'était un peu. Je trouvais ma place nulle part, mais en même temps, je la trouvais partout. Enfin, c'est les deux revers de la même médaille, quoi. Les deux faces de la même médaille, plutôt. Euh, et quand on part en voyage aussi longtemps, au long cours comme ça, là, il y a toujours deux. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec cette théorie ou hypothèse qu'il y a toujours deux moteurs, en fait.
c'est que soit on fuit quelque chose, soit on cherche quelque chose. Souvent, c'est les deux. Et je pense que c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Enfin, moi, le fait d'être loin, ça m'empêchait de... il y a deux choses. Le fait d'être loin et le fait de faire des choses un peu hors du cadre. Toujours surprendre, prendre des décisions un peu genre folles, entre guillemets. Moi, ça me faisait pas peur de prendre ces décisions, mais je le savais quand même que c'était un peu fou par rapport... par rapport à une vie tranquille et plus conventionnelle. En fait, personne ne pouvait rien me dire, puisque de toute façon, personne n'avait de repère par rapport à ces décisions-là. Donc, du coup, les gens ne pouvaient que accepter mes décisions et juste espérer que ça se passe pour le mieux, quoi. En gros. Donc, ouais, c'est... Ça m'a aussi permis, c'est deux choses, c'est que j'avais pas peur et en même temps, si, en fait, j'avais très peur d'être dans le cadre et je savais pas comment faire, donc c'était plus facile pour moi de choisir ce mode de vie-là, quoi. Qu'est-ce qui se passe après le Vietnam ? Alors, après le Vietnam, j'avais envie de rentrer en France parce que j'avais plus envie d'être au Vietnam, en fait, pour plein de raisons. Hein. Je trouvais que conduire une moto, c'était trop dangereux, que ça tentait vraiment trop le diable, quoi. Ça, c'est une première chose. Honnêtement, la francophonie me manquait. J'avais envie d'entendre parler français autour de moi, j'avais envie d'être avec des gens qui partageaient les mêmes repères culturels que moi et avec qui je pouvais m'exprimer sans devoir tout décortiquer, pouvoir être assez juste. J'avais un peu ce besoin de communauté de nouveau et je pense aussi que j'avais besoin de rentrer chez moi, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup évolué pendant mes années de voyage et je disais, soit on fuit, soit on cherche, souvent c'est les deux. Moi je pense que je cherchais comment rentrer à la maison et j'ai trouvé, en fait, au bout de ce voyage. Et quand tu parles de la maison, c'est la maison en France ou la maison à La Réunion ? Un peu les deux. Un peu les deux. Un peu les deux. En fait, quand je suis arrivée au Vietnam en 2018, ça a été un peu une année clé, maintenant quand j'y repense, au sens où c'est l'année où j'ai commencé à travailler pour le Lonely Planet. Ça, c'était un rêve pour moi. Vraiment, c'était mon rêve de voyageuse et d'autrice. C'est incroyable. Comment c'est arrivé ? T'as postulé, il y avait une annonce ou C'est une histoire... encore une histoire à raconter. C'est arrivé grâce à cet article-là que j'ai écrit, Comment survivre aux ruptures amoureuses en voyage, que j'avais publié sur Medium à l'époque où Medium avait encore des... c'était pas ce que c'était aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Mais donc j'avais publié ça sur Medium et franchement, pour moi, c'était un peu c'était plutôt cathartique, quoi. Je m'attendais pas du tout, thérapeutique même, parce que je sais même plus ce qui s'était passé, sûrement que j'avais encore eu une déception amoureuse en voyage. Et donc je poste cet article, mais vraiment qui est un article hyper... personnel. Ouais, personnel, mais j'avais besoin de surmonter, en fait, la peine amoureuse, et il est vraiment très... son objectif, c'est vraiment à la fois de donner du courage aux personnes qui traversent la même chose que moi, de me donner du courage à moi-même à l'époque. Et aussi, c'est un article sur l'acceptation du fait qu'on peut avoir des envies qui sont contradictoires avec le mode de vie qu'on a choisi à ce moment-là. Et c'est vraiment, à ce sujet-là, c'est vraiment que on peut avoir envie... en fait, d'avoir une relation longue, de tomber amoureux, de nouer une connexion avec quelqu'un d'autre, quand bien même le mode de vie qu'on a choisi, il fait qu'on n'est jamais au même endroit pendant longtemps, on n'a pas de maison, on n'a pas de canapé, et ça, c'était difficile à accepter parce qu'en fait, moi, j'avais envie de rencontrer quelqu'un et force est de constater que effectivement, c'est difficile quand les deux personnes sont en voyage. Les deux personnes, en fait, sont après des rêves de découverte, sont à la recherche de quelque chose, et c'est pas forcément compatible, en fait, avec une vie de couple au sens traditionnel où on l'entend.
Et ça, c'était difficile à accepter. Et encore aujourd'hui, j'ai pas de réponse, hein. J'ai rencontré des gens pour qui la relation, elle a très bien marché en voyage, ils se sont suivis, ils ont Ouais. réussi à Oui, construire et ça. finalement voyager ensemble. Oui, voilà, exactement. Donc c'est possible. Enfin, voilà, je dis pas qu'il y a que le voyage qui fait que on peut pas rester ensemble. C'est complètement faux, quoi. Il y a plein de contre-exemples. En tout cas, moi personnellement, ça ne marchait pas. Je pense beaucoup plus à cause de euh, j'ai envie de dire blessures, c'est pas des blessures, mais beaucoup plus à cause de juste de questionnement intérieur et de moi comment je me sentais à cette Ouais. époque Et qu'on soit en voyage ou qu'autre pas, en chose, fait, quoi. ça arrive à Voilà, tout le monde, quoi. exactement, exactement. Et donc c'est un article là-dessus. Et en fait, il y a mon éditrice, enfin la personne qui est encore mon éditrice aujourd'hui chez Lonely Planet, donc 6 ans plus tard, je reçois un mail de Lonely Planet dans ma boîte mail qui me dit je cherche à commander un article sur... j'ai vu ton article, je cherche à commander un article sur exactement ça, les romances en voyage, les histoires d'amour, comment rencontrer quelqu'un, etc. J'ai vu ça, est-ce que tu veux l'écrire? Et j'étais là, non mais... Encore un signe. Incroyable. Enfin, Enfin là, tu l'as envoyé à l'univers, cet article, ouais, et l'univers t'a répondu. mind blown, quoi. Enfin, c'était fou, fou, fou. Et donc j'ai écrit cet article, et voilà, enfin moi c'était mon rêve. Enfin une fois que j'avais eu ce contact et un pied dans la porte, en fait, j'ai pitché des centaines de sujets, en fait. Enfin la pauvre, elle devait se dire, mais elle m'envoie des sujets toutes les semaines, j'en peux plus, quoi. En même temps, c'est ce qu'elle recherche. Hein. Voilà, exactement. Bah, elle m'avait quand même dit enfin voilà, qu'elle était à la recherche de ça. Et donc, bah, de fil en aiguille, j'ai écrit des articles pour le site du Lonely Planet. Enfin, voilà, ça a démarré comme ça. Et c'était vraiment, bah, j'ai jamais laissé. C'était tellement important pour moi, en fait, que j'ai jamais laissé la relation se tarir, quoi. Ouais. Voilà, ça, c'était toujours dans un coin de ma tête. Je voulais continuer. Je savais pas où, enfin, ça allait mener, mais je voulais vraiment continuer à écrire pour le Lonely. Enfin, moi, je voyage seule depuis que j'ai 15 ans et je n'ai que des guides du Lonely Planet, quoi. Enfin, j'ai une bibliothèque pleine du Lonely. Enfin, c'était mon rêve, quoi, c'est dingue, hein. ouais, de devenir autrice pour eux. Donc c'est chose faite maintenant, c'est super. Bravo. Et en même temps, ouais, c'est dingue. Enfin, c'est toi qui as tout fait finalement pour te faire remarquer en plus. Enfin, mais sans t'en rendre compte, en fait. Ouais, je suppose, ouais. Ouais, ouais. Et ta question initiale, c'était Oui, j'étais en revenir train à de la la maison. Est-ce que c'était Ah oui. revenir à la maison ici à Paris ou à La Réunion? La même année, donc quand je suis arrivée au Vietnam, c'est la première fois que ma famille a commencé à me manquer. Donc il m'a fallu 12 ans, quoi, Ouais. avant que ma famille commence à me manquer. Et là, vraiment, j'ai commencé à sentir que, bah, je sais pas, La Réunion, ça me manquait, mes parents, ils me manquaient, alors que jamais j'avais ressenti ça avant, hein. Ouais, c'est Enfin, dingue. jusqu'alors, j'étais tout le temps en train de voyager. Je pensais pas... Je pensais que j'allais trouver ce que je cherchais, Ouais. whatever that is, bah, à l'autre bout du monde, en fait. Et je l'ai trouvé, hein, d'une certaine façon, hein. Je l'ai trouvé à l'autre bout du monde, en Mongolie, mais franchement, je vais pas raconter ça maintenant, parce que sinon, là, on est encore là jusqu'à 15 heures. Mais dans un pays ultra éloigné, enfin, complètement déconnecté de ma culture enfin, réunionnaise, a priori. Mais en fait, si proche, parce que c'est tellement proche de la Chine, enfin... bref. Moi, je sais, tu me l'as déjà raconté. Peut-être qu'en une phrase, on peut dire ce que ça t'a apporté sans rentrer dans les détails. Parce que je serais à la place des auditeurs ou des téléspectateurs Ouais. ou je ne sais quoi. Oui, Je pense dirais, que merde, là c'est la pierre angulaire. Elle a trouvé et on le saura jamais. vous pourrez écouter le prochain épisode. Peut-être un mini aperçu. Enfin, oui, En ma une belle. phrase, c'est un pays tellement éloigné. C'est un pays tellement éloigné, tellement méconnu, hors des sentiers battus. Je déteste cette phrase, mais hors des sentiers battus, disons-le. Quand je suis allée là-bas, j'ai franchement vu des paysages. J'imaginais même pas qu'on pouvait
voir des paysages comme ça sur Terre, tellement c'était magnifique, quoi. C'était incroyable. C'était de l'ordre de je suis sur une autre planète. Et pourtant, j'ai vu des choses vraiment magnifiques en Amérique du Sud. Hein. Et c'était tellement beau, c'était tellement différent, j'ai été tellement bien accueillie aussi là-bas, malgré le fait que je parlais pas la langue, que c'était tellement différent. Et je sais pas, ça a mis un peu un point d'orgue en fait à toutes mes aventures là. Je me suis dit mais franchement c'est tellement beau. C'est bon, je suis allée tellement loin que, enfin de mon point de vue évidemment, hein, que là c'est bon, je peux rentrer à la maison. C'est bon. Ouais, c'est dingue. Okay. On se croirait dans un film. J'imagine parce que je le raconte comme un film. Ouais. Mais oui, hein, on le raconte comme un film Kitsu. Hein. Toi, ton film c'est quoi? C'est sa rencontre avec toi. Oh, mon petit chien. Mais oui. Et maintenant, voilà. Maintenant, j'ai ce chien. J'ai ce chien qui est là. Attends, et donc tu rentres. Je suis rentrée. Je n'ai pas réussi à rentrer en France. On m'a proposé un job aux Pays-Bas. Donc je suis allée là-bas parce que finalement, bon, ça me rapprochait toujours plus de la France. Ah, donc, mais c'est marrant, tu rentres pas directement. Attends, je me demandais juste depuis combien de temps on était en train de filmer. Je pense. On va faire une toute petite pause. Donc on en est, tu veux rentrer à la maison et finalement donc la maison qui peut être aussi bien la France que l'île de la Réunion, mais finalement tu vas aux Pays-Bas. Oui, bon. Je vais aux Pays-Bas, c'est le Covid. Les Pays-Bas, pourquoi? Parce que tu as une offre là-bas? Ouais, j'ai eu une offre dans une agence là-bas. Je suis restée 1 an, mais en fait, j'avais quand même vraiment envie de rentrer à Paris. Donc je suis rentrée en 2021. Ok. Début 2021. Et voilà. Et depuis, je suis là. Donc là, on est en septembre 2024. Exactement. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais finalement tout ce que cette histoire m'a mené à faire. Hein. J'ai écrit pour le Lonely Planet, enfin j'ai écrit 2 éditions du Lonely Planet Paris, dans 2 collections différentes. J'ai écrit le guide en anglais pour le Lonely sur la Réunion, dans la multi-édition Réunion Maurice et Seychelles. Félicitations. Ouais, c'était très cool, merci. C'était vraiment super, ça m'a vraiment permis aussi de reconnecter avec... pas de reconnecter, mais de redécouvrir en fait, et de passer d'excellents moments avec ma famille là-bas, pour faire les découvertes, faire les visites, les activités et tout, donc c'est vraiment une super opportunité. J'ai un podcast sur La Réunion en français, qui a 4 ans maintenant. Donc ouais, on est très contents. On a, 70 épisodes. Ah ouais. Donc il s'appelle Bas de Carré, qui veut dire faire un tour et par extension voyager. Donc voilà, c'est assez représentatif du parcours de pas mal de Réunionnais, de mon parcours aussi. Complètement. Donc voilà, on a ça. Et je continue mon activité de consultante en médias sociaux. Je fais des stratégies et des stratégies de contenu pour les clients. Je fais tout ce que ChatGPT dit finalement, nous disait au début, c'est ça, c'est mon activité pro. Donc je fais ça et je crée mes propres contenus. Enfin, du coup, le blocage du blog de l'époque s'est aussi levé parce qu'en fait, et je pense que ça je suppose que c'est un truc qui t'intéresse dans la question comment est-ce qu'on lève les blocages, etc. Mais en fait, il y a un jour où vraiment je me battais avec ce truc de mais comment on fait pour réussir en fait dans ce jeu. Je rêvais d'avoir un blog voyage, de créer mes contenus et tout, et en fait voilà, je réfléchissais quand même beaucoup à ce qui me retenait quoi, et alors il y a plein de choses hein, mais parmi certains trucs en tout cas, on a toujours cette croyance limitante où on se dit bah oui mais il y a déjà plein de monde qui l'a déjà fait, il y a ça, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à ce que moi je dis plutôt que... alors qu'il y a plein d'autres gens qui prennent la parole dessus, pourquoi est-ce que moi je serais plus intéressante, mais on a déjà parlé de tel truc, donc etc. etc. Ouais. Mais bon, la vérité c'est que
moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de la culture, des restos, des sorties, enfin voilà, des activités, de parler des pays, enfin voilà. Et en fait, je sais pas, un jour j'ai eu cette illumination et je me suis dit, non mais les gens ils vont pas s'arrêter de voyager, ils vont pas s'arrêter d'aller au resto en Ouais, fait. Donc il n'y a ouais. pas d'urgence non plus, enfin au sens où alors, du coup je parle encore d'un autre blocage qui est de il faut que je me dépêche parce qu'il y a déjà des gens qui sont en train de trop bien le faire et moi ça va me prendre trop de temps et tout. Alors d'une part ces gens-là ils ont bien commencé quelque part, hein, Bien sûr. voilà, donc ça c'est une première chose. Et d'autre part voilà il y a les gens, enfin bien sûr qu'ils vont continuer à voyager, il y a des nouveaux restos qui vont s'ouvrir, en fait ils vont continuer à manger 3 fois par jour, donc il y a le temps, entre guillemets. Donc ça c'est un des premiers trucs qui m'a un peu déstressé, quoi, de pas avoir fait, de pas encore avoir fait, Ouais. etc. Et l'autre truc qui a fait que ça a débloqué un peu la production aussi et la création, c'est que j'arrêtais pas de faire des plans de comment est-ce que mon blog doit être organisé, l'architecture du truc, mais quel thème et tout. Et ça, c'est typique hein, de l'environnement qu'on se crée pour la comfort zone Ouais, qu'on se ouais, crée ouais. avant de se dire ok, c'est bon, je peux me lancer. Et en fait, j'étais là, Et qui non sera mais jamais parfaite. exactement, enfin, et surtout qui ne peut pas être, enfin, ça n'a pas de sens d'essayer de perfectionner le contenant avant d'avoir du contenu, quoi. Et, euh, et en fait, un jour, j'étais là, non mais tu te rends compte que là, t'as passé je ne sais pas combien d'heures à construire, à réfléchir à l'architecture et aux catégories de ton blog. Alors bien sûr, il faut faire un peu le contenant, imaginer le format, etc. C'est évidemment quoi. Mais enfin, t'imagines toutes ces catégories de contenu que tu n'as même pas encore commencé à créer, tu te rends compte du temps que ça a pris, alors que pendant tout ce temps-là, en fait, juste faut écrire quoi. Ouais. Donc, faut écrire, enfin, c'est bien d'avoir des idées, et c'est génial. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir des idées, et c'est trop bien. Le plus dur, c'est vraiment de passer ce pas, de dire, et moi j'admire vraiment beaucoup les gens qui disent, mais moi j'écris tous les jours parce que je m'entraîne, Ouais, c'est et clair. c'est incroyable ça. C'est d'une persistance folle, et surtout c'est de la pratique qui portera ses fruits, c'est Ouais, sûr. ouais. Enfin, ça ne peut pas ne pas porter ses fruits. Et moi j'écris pas tous les jours. Hein. Enfin, j'écris dans mon boulot et tout, mais je veux dire, je fais pas cet exercice de pratique, et ou qui lisent tous les jours, mais enfin, évidemment que ça va faire perfectionner ton écriture, quoi. Enfin, Mais tu euh, fais quand même. oui, oui, je le fais, mais je veux dire, Mm. je pourrais être plus disciplinée. Enfin, on peut toujours mieux faire, mais en l'occurrence, je pourrais être plus disciplinée, le faire plus, etc. Mm. Mais du coup, ouais, ce blocage de il faut faire, et en fait, c'est la question que tu poses, comment est-ce qu'on fait? Ben, en effet, il y a quand même il y a quand même une zone de confort qu'il faut arriver à dépasser, quoi, et à se dire, ok, je vais créer quelque chose. En vrai, personne ne me connaît, personne ne m'attend. Enfin, tout va bien se passer, quoi. Ouais, Hein, ouais. donc, Ouais, souvent on est un peu égocentrique en se disant mais tout le monde va regarder, tout le monde va dire que c'est nul et tout. oui, Alors oui, qu'en fait, c'est ça se normal. perd dans l'océan digital et puis petit à petit on apprend, on se perfectionne. Ouais, Et ceux c'est qui sont sûr. intéressés finalement viendront, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, exactement. Après, c'est vrai que c'est dur, c'est très concurrentiel. Il faut être persistant, en fait. mm, Enfin, c'est de la persévérance. Faut pas se décourager. Et oui, ça peut être décourageant, hein, enfin, c'est mm. sûr, quoi. Mais, euh, mais ouais, il y a vraiment ce truc de faire. Après, euh, je vais aussi rendre à César ce qui est à César, au sens où euh, tout a convergé en ma faveur pour que je puisse créer du contenu aussi de façon, enfin dépasser mes limites et sortir de ma zone de confort de façon confortable parce que euh, en fait, je suis entourée par des gens formidables et extrêmement bienveillants qui sont toujours en train de m'aider à accomplir mes projets. Et je parle de mes amis, mais aussi de ma famille. Mes parents, ils sont toujours là pour me soutenir. Enfin, je disais, mon père, il m'avait acheté mon premier appareil photo. Enfin, aujourd'hui, je fais de la vidéo. Si j'ai pas le temps d'aller filmer les anneaux olympiques à la Tour Eiffel parce qu'on m'a commandé une vidéo sur les Jeux Olympiques, en fait, ben lui, il se trouve qu'il allait se balader avec ma mère à la Tour Oh,
FL, et ben il va faire les vidéos pour moi, quoi. Et c'est vrai pour tous mes amis. J'ai plein d'amis pendant les JO qui me disaient ah mais on sait que tu veux des vidéos, est-ce que ça t'intéresse, enfin, et c'est incroyable en fait d'avoir ces gens qui sont, c'est pas leur métier, c'est, enfin, et des fois franchement les vidéos elles sont nazes, quoi, enfin, mais en fait dans le lot il y en a qui sont bien, et moi c'est mon job de trouver le truc qui est bien, Ouais. de briefer un peu les gens et leur dire bah je voudrais un plan plutôt comme ça, est-ce que tu peux me le filmer en vertical. Et en fait, ouais, j'ai la chance d'avoir un support system qui est vraiment ultra solide, quoi. Les gens, ils sont pas là en train de me dire ah, mais quoi, t'es encore en train de prendre des photos de ce qu'on mange. Mais en fait, ils kiffent que je leur donne mes adresses après, donc Ouais, enfin, eux, ouais. ils sont super contents. Et ça, enfin, je me rends compte que eux, ils sont aussi super contents de faire partie de Bien ce sûr. projet-là. Et réciproquement, moi, je pourrais pas faire tout ce que je fais si s'ils étaient pas là, quoi. Enfin, pour tout ça, pour la production, pour me filmer quand je vais faire une sortie avec eux. Enfin, ils ont une patience incroyable. Enfin, c'est trop bien en fait. Donc, Ouais, mais t'as su et bien t'en fais t'entourer. partie aussi quand on va manger et que tu me proposes de me filmer. Enfin voilà, c'est tout ça, ça fait partie de la réussite en fait. Ouais, Et ouais. du fait qu'on peut dépasser ces blocages. Parce que, évidemment, si on est entouré que de gens qui s'intéressent pas à ce qu'on fait, et ça arrive, ou qui ne comprennent pas, ou qui ne cherchent pas spécialement à comprendre, bah oui, c'est sûr que ça t'encourage pas psychologiquement, quoi, Ouais. à aller vers ce que tu as envie de faire. Donc bon, c'est un truc de miroir aussi. Ouais, c'est clair, hein. Mais t'as su Donc bien bon, t'entourer voilà. quand même. C'est ta personnalité qui fait aussi que ton entourage est comme il est, quoi. Mm. Peut-être. Toujours dur hein, d'accepter des compliments. Non, non, mais oui, enfin, sans doute, mais je veux dire, moi, Non, mais c'est... Ouais, enfin, je veux dire, je suis comme je suis, bien sûr. donc je peux pas faire autrement quelque part. Mais c'est vrai que je ménage quand même. Enfin, je fais très attention de passer du temps de qualité en fait avec les gens qui m'entourent parce que ça me fait du bien et qu'en fait on n'est pas là pour souffrir quoi. Ouais, Hein, donc exactement. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, dernière chose, parce qu'on a beaucoup vu Kitsu, donc ton oui. chien, c'est pour moi le chien, ça représente vraiment. Moi, je rêve d'avoir un chien, mais je sais que j'ai encore ces besoins et ces envies de voyage, de liberté, de partir n'importe quand, n'importe où et tout. Finalement, adopter un chien, c'est quand même, enfin, s'enraciner un peu plus. Mm. Franchement, c'est une question qui m'a beaucoup été posée quand j'ai décidé de prendre un chien. Genre, mais comment tu vas faire pour voyager et tout? Parce que vraiment, mais il y a encore des gens aujourd'hui, hein, ça fait 4 ans que je suis rentrée, il y a encore des gens qui me disent ah non, mais toi, t'es jamais là, t'es tout le temps en voyage, à droite à gauche. Je suis là, mais pas du tout en fait. Enfin, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai un chien, j'ai un chien, j'ai un copain, enfin, vraiment, vraiment, je suis là quoi. Hein, mais voilà, c'est vrai que cette image, elle est vachement ancrée dans les gens qui me connaissent depuis très longtemps. Et ouais, moi j'avais toujours aussi rêvé d'avoir un chien. Et pour moi, avoir un chien, c'était. Je m'étais toujours verbalisé que ça voudrait dire que j'aurais réussi ma vie. Pas du tout, mais Ou ça veut dire que tu te serais posé. en fait, ça voulait dire pour moi que j'aurais assez de stabilité et de Ouais. sécurité dans ma vie pour subvenir aux besoins d'un autre être. En C'est gros, exactement ce que j'attends c'était pour ça le adopter un truc. chien. Voilà. Mais bon, au final, c'était vrai et pas vrai. Enfin, j'avais parce que dans ma tête, c'était ah, je vais avoir une maison, j'aurai une voiture, j'aurai peut-être déjà une famille. Enfin, bon, j'ai jamais trop voulu une famille, mais enfin, une des enfants, mais bon, voilà. Et encore une fois, l'opportunité s'est présentée. Des amis qui avaient une portée de chiot, je savais d'où ils venaient. Bon, bah en vrai, pareil que quand j'ai décidé d'habiter au Vietnam, en fait, j'étais là en mode, bah ouais, mais j'ai rien de mieux à faire finalement là, non? Enfin, je Non. sais pas ce que demain me réserve, mais en fait, si j'ai un chien, bah voilà, c'est ça demain quoi. Donc voilà, donc j'ai mon petit chien et je suis trop heureuse. Enfin, ça n'a apporté que des bonnes choses. Enfin, il y a un truc en fait, et je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure où tu disais je me préoccupe pas forcément, enfin les projections dans le futur, Hmm. etc. Euh,
Il y a un truc que ma mère m'a beaucoup dit, sur lequel on s'est beaucoup pris la tête enfin, il y a quelques années. On se prenait beaucoup la tête sur ce truc où elle disait non mais, mais vous vous posez trop de questions. Je suis pas du tout d'accord avec cette Ouais, ma mère affirmation, dit la même chose. mais à côté de ça, elle m'a souvent dit, il y a une philosophie en Chine, alors je le dis sûrement très mal, hein, donc désolée si je déforme des trucs, où en gros, on regarde pas la destination finale. Quand t'es sur un bateau, tu regardes pas, tu sais où tu vas, bien sûr, tu as un cap, etc. Mais en fait, il y a plein de rochers et tout devant. Si tu regardes pas, si tu gères pas le truc qu'il y a devant toi, en fait, ça sert à rien de regarder, trop loin à l'horizon parce que tu vas pas voir en fait que tu vas t'écraser sur les rochers. Bon, c'est un peu anxiogène cet exemple, mais Ouais, mais c'est mais intéressant. si on prend l'exemple, la métaphore de la montagne, ben ok, tu sais que tu vas vers le sommet, mais en fait, la montagne, elle peut être comme ça et Ouais. tout. Et malgré tout, bah, quand tu arrives sur un plateau, tu peux te reposer, quoi. Enfin, c'est déjà un but en soi Ouais, ouais. d'arriver sur le plateau, de pas tomber dans la rivière. Enfin, donc il y a vraiment ce truc de, bah, finalement, je peux pas contrôler ce qui va se passer même je sais pas la semaine prochaine Mm. et donc j'essaie aussi de me focaliser sur d'une part ce que je peux contrôler de façon objective, Mm. donc pas ce que les gens pensent, c'est plus facile à dire qu'à faire, et bah voilà, bah en fait j'ai un chien, je prends la décision aujourd'hui d'avoir un chien, je vais faire ce qu'il faut pour m'en occuper, c'est ce que je souhaite aussi, c'est ce que je me souhaite, donc je le fais. Oui, en effet, peut-être que il y aura des moments difficiles, enfin, et puis même, c'est toujours pareil, enfin, il y a des gens qui disent, bah moi je peux pas adopter un chien parce que je sais que je vais trop souffrir quand il va mourir. Mm. Je comprends, Ouais. mais en fait, il va quand même vivre 10 ans potentiellement, Ouais, quoi. ouais. Oui, bien sûr que c'est moi, quand des fois je pense que j'aurais pu Kitsu un jour et que ça sera sûrement terrible, quoi. Et bien sûr que j'ai pas envie de traverser ce moment-là, Ouais. mais c'est inévitable. Enfin, et c'est ce qui donne de la valeur aussi. Oui, mais c'est comme la peur que je connais très bien de tomber amoureux. Parce que Oui, si c'est ça se passe pas similaire, ouais. bien, au bout d'un moment, enfin, c'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'on est Mm. là pour vivre finalement intensément des moments heureux? Oui, enfin après, à juste titre aussi, hein, parce que je Ouais, veux dire, beaucoup plus. Enfin, avoir un chien, c'est beaucoup plus safe que tomber amoureux, hein, au passage, hein. Pardon, mais on a tendance à subir quand même pas mal d'écueils, hein. c'est vrai. Mais oui, c'est similaire, ouais. Mais c'est la même chose que la peur de l'échec. En fait, c'est la même chose. Bien sûr. C'est ne pas se lancer parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Enfin, Ouais, ouais, ouais. et c'est La tout peur à de pas fait contrôler, normal, en quoi. fait. C'est normal, franchement, je pense que, enfin, faut pas non plus se blâmer d'avoir peur. Enfin, c'est humain, quoi. Ouais, Après, enfin, la peur, elle est bénéfique en fait, au sens où bah, la peur, elle te signale que potentiellement il y a un danger, enfin une forme de danger bien ou sûr. une forme de menace ou voilà. Après, ce qui est là où elle est plus bénéfique, c'est si vraiment elle t'empêche de vivre en fait, Ouais, si elle te bloque. et de fonctionner, etc. Donc bon, tout ça est très théorique, hein, parce que j'ai pas du tout dit comment est-ce qu'on dépasse les peurs et tout, j'en sais rien, mais mais Ouais, mais t'as donné quelques clés quand même. Justement, je pense qu'on va dans essayer de. ce Ouais, gargouillis c'est clair. d'aventure, n'est-ce pas? On va essayer de conclure tout ça. J'avais quelques questions qui m'étaient venues à l'esprit pendant que tu parlais. Euh, J'en ai plusieurs. Est-ce que tu as le sentiment finalement d'avoir osé des choses qui te semblaient impossibles? Ouais. Euh, Enfin, alors attends, dans le sens où est-ce que j'ai l'impression d'avoir fait un grand saut en avant? Ouais, Euh, Alors oui, je pense qu'il y a là où j'ai fait un grand saut en avant, c'est quand j'ai commencé à faire de la vidéo. Honnêtement, enfin, c'est peut-être la seule chose
que je pourrais associer à ça. Parce que vraiment, je freinais des cas de fer et j'aurais pas eu ce fameux support system qui, pour m'encourager, pour me pousser, pour limite faire le boulot à ma place, hein, qui croyait vraiment en moi pour le faire. Au point, là, je pense que j'ai jamais été autant prise par la main de ma vie, quoi. Et je l'ai fait à reculons. Et en fait, j'ai posté. Et puis au bout d'un moment, j'avais tellement investi dedans. Il y avait un stock de vidéos montées. Ouais, t'avais pas le choix. J'avais plus le choix. J'avais plus le choix. Et j'avais accepté de le faire et tout. Et donc, j'ai été obligée de commencer à poster. Hein, et puis en fait, il s'est rien passé. C'est beau. Il s'est rien passé. La seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai eu plein de commentaires positifs. Enfin voilà, et genre j'étais là. Ah, mais en fait, il se passe rien. Enfin, et c'est pas du tout ce que t'avais imaginé. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Au final, moi qui voulais pas, qui disais non, mais la vidéo c'est pas mon truc, machin et tout. Maintenant, je suis tout le temps en train de tout filmer. Je fais mon montage moi-même. Et ça a pris. Tout ça en 3 mois, quoi. Hein, donc, mais effectivement, ça a été un grand. Effectivement, j'ai eu le sentiment de faire un saut. Bravo. J'ai 2 petites dernières questions. Qu'est-ce qui te paraît encore impossible aujourd'hui que tu voudrais oser prochainement ou dans les années à venir ou... Est-ce qu'il y a encore... là, tu as un gros blocage sur quelque chose qui t'attire quand même beaucoup? En vrai, non. Non, mais il y a plein de choses qui me semblent pas réalisables tout de suite, en fait. Il y a plein de choses que je ne réaliserai probablement jamais, hein, même si elles me font envie et tout. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui me paraît impossible, et aujourd'hui que j'arrive à voir, que j'arrive à percevoir, où je me dis mais non, j'y arriverai jamais. Je pense qu'il n'y en a pas au sens où je pense que c'est possible. Alors, je parle évidemment pas de trucs inaccessibles, voilà. Mais de tous les rêves, par exemple, j'adorerais publier mon propre guide sur La Réunion. Pourquoi pas publier mon propre guide sur Paris, voilà. Je sais pas, un des trucs que j'aimerais trop faire, ça serait ouvrir une maison d'hôte, quelque part, ou un café dans ma maison, j'en sais rien. Et en fait, juste l'expérience a montré que c'est pas impossible, mais par contre, ça peut prendre du temps. Ouais. Et ça prendra du temps et c'est sûr, ça demande des moyens, et tout ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, quoi. Donc je peux pas dire que j'ai un blocage au sens où je m'en sens pas capable. En revanche, est-ce que tous les moyens seront un jour alignés pour réaliser ce rêve? Ça dépend pas que de moi, quoi. Donc, je veux dire, voilà, c'est... Ouais, en fait, je ressens que tu as confiance en toi et en ce que tu peux faire, mais que tu as conscience aussi du temps que ça peut prendre, ou voilà, des... Oui, et ça peut être semé d'embûches aussi, parce qu'il peut se passer... Il y a plein de choses qui se font à long terme, et faut être raisonnable aussi et pragmatique dans ce qu'on produit, hein. Je veux dire, j'encourage personne à j'en sais rien, devenir freelance, ou se lancer dans la production de contenu, et sans avoir aucun autre revenu à côté, ou sans avoir un matelas de sécurité. Ça aurait pas de sens, quoi. Le but, c'est quand même de vivre, donc donc bon. Et je pense que c'est important de le dire, parce que en t'écoutant, je pense qu'il y en a pas qui se disent en fait, allez, j'y vais, tant pis, je vais parcourir le monde, et qui vivra verra, quoi. Ouais, non, après, voilà, mais moi, c'est vrai que je suis très... Je pense que pour créer, pour avoir la place de créer, il faut se sentir en sécurité, en fait. Et le niveau de sécurité est relatif pour chaque personne, donc donc chacun son repère, mais il y a un peu une zone où en fait, je pense que toi, c'est cette zone-là qui t'intéresse en réalité. C'est la zone où
t'es suffisamment en sécurité et à quel moment la sécurité devient une excuse pour ne pas agir en fait. Ouais. Et effectivement, il y a une zone qui correspond peut-être au 20% du... 80% t'es obligé de travailler, mettre de l'argent de côté, t'es pas forcément entouré des bonnes personnes, c'est pas le bon moment, etc. Oui, c'est vrai, c'est la réalité quoi. Hein. Les gens qui disent ah non mais il y aura jamais de bons moments et tout, ouais, il y a de meilleurs moments que d'autres. Ouais, voilà, exactement. Il faut quand même relativiser ce discours-là, quoi. Mais effectivement, il y a une petite zone grise où tu peux le faire. Rien ne va se passer. Il n'y a pas un monstre qui va surgir, qui va te manger. Un camion poubelle ne va pas t'écraser. Tout va bien se passer. Tu vas sortir un truc. C'est comme dire bonjour à quelqu'un dans la cour de l'école pour la première fois, en fait. Genre, t'as l'impression que, je sais pas, le ciel va te tomber sur la tête et que cette personne va te manger, quoi. Ouais. En fait, pas du tout. Cette personne est très contente que tu viennes lui dire bonjour parce qu'elle n'osait pas non plus. Donc, et c'est ce truc-là, c'est cette partie-là où ouais, effectivement, t'as besoin parfois d'avoir ce truc de non, mais vas-y, fais-le, quoi. Ouais. Fais-le. Et le premier pas, quoi. Ouais, le premier pas, exactement. Bon, le premier pas, et puis peut-être les 20, petits pas qui 20 suivent. et 30 suivants, quoi. Mais ouais, c'est ça. Juste, faut le faire de façon raisonnable, ouais. quoi. Et rationnelle, pas se mettre dans une situation délicate. Ouais. Et ma dernière question, en fait, elle rebondit sur ce que tu me disais tout à l'heure. À présent, qu'est-ce que tu fuis et qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que je fuis? Ok, peut-être on va commencer par qu'est-ce que je recherche. Je recherche plus d'accomplissement dans ma vie de façon générale. C'est-à-dire continuer à essayer de comprendre ce qui me convient, d'aligner mes soleils un peu comme dit Kenny Arcana. Donc ça, je pense que c'est ce que je recherche. J'ai envie de faire au mieux, quoi. De faire au mieux voilà, d'être toujours à mon écoute, à l'écoute des gens qui sont autour de moi et tout, continuer à m'épanouir. C'est un peu bateau de dire ça, mais ça demande pas mal de discipline et d'énergie au quotidien, en réalité. Et il y en a beaucoup qui oublient ça aussi, donc... C'est très dur, en fait, ouais, c'est très dur. N'exagérons rien, mais ouais, ça demande juste de s'écouter, d'être vigilante là-dessus. Donc voilà, de continuer dans cet objectif-là. Ouais, cette dynamique. Cette dynamique, exactement. Et qu'est-ce que je fuis? Je pense que... Je pense que je fuis l'oppression. J'arrive à penser qu'à des choses très pragmatiques, mais j'ai plus envie de travailler dans des environnements de travail toxiques, avec des gens toxiques, c'est un peu galvaudé maintenant ce terme, mais juste ça veut juste dire des gens qui respectent pas la personne qu'ils ont en face d'eux. L'ignorance aussi, ça en fait partie, et en fait, personne n'a envie d'avoir ça dans sa vie, quoi. Mais je pense que je fuis les personnes qui me disent ce que je dois faire, qui pensent mieux savoir que moi ou que les autres, hein, ce qu'ils doivent faire, quoi. Et je le dis aussi pour moi-même. On a toujours l'impression que... moi, j'ai ma façon de voir le monde et voir les choses, et elle est pas... j'essaye au max de faire en sorte... de rester consciente du fait que ma vision n'est pas imposable, en fait, aux autres. Bien sûr.
Et voilà. Bon, alors par contre, bien sûr, j'ai des limites. Hein, c'est-à-dire que oui, je pense que sur certains sujets, ma vision est meilleure. Hein. Sur des sujets, mais bon, sur des sujets évidents, quoi, de société, de relations humaines, de politique, etc. Donc là, voilà. Mais disons sur la façon dont les gens doivent mener leur vie, en fait. Ouais, je suis un peu ça au sens où je vois pas en quoi. Je vois pas de quel droit en fait quelqu'un a le droit de dire à quelqu'un d'autre toi t'es comme ça ou moi j'ai fait comme ça et moi j'ai tout compris et forcément tu penses comme ça parce que moi je pense comme ça. Enfin pour moi ça c'est vraiment je ça n'a pas de sens. Ouais. Tu fuis les gens qui veulent t'imposer des choses, quoi. Ouais, et puis qui veulent imposer leur vision aux autres aussi, quoi. Donc, bon, c'est un peu basique. C'est basique pour toi, peut-être. Peut-être. Mais peut-être pas pour plein d'autres. Peut-être. Donc voilà. Génial. Bon, je sais pas combien de temps on a filmé, je pense qu'on en est à 2 heures. Je vais voir si je monte, si je découpe tout ça ou pas. Mais merci, en tout cas, pour ce plaisir. temps précieux. Maintenant, on va aller manger. Ouais. Parce que, évidemment, c'est quand même ce qui nous rassemble. Finalement. Ah ouais, on va manger des bonnes choses. Et puis, on va monter tout ça et on va voir ce que ça donne. Et rendez-vous, nous, au prochain restaurant et vous, au prochain épisode. Exactement. Non, c'est trop bien. Allez. Trop bien. Bravo. Je pense que c'est très long. Hein. 1h30, bon en vrai ça va.